Donc, on est ensemble pour 1 heure pour parler en effet de charge mentale. Je m'étais dit au départ de commencer par des statistiques, mais j'ai vu on n'a pas une parité homme-femme hein, dans ce webinaire, hein. Donc, ça dit déjà un peu des choses sur les statistiques que je vais avancer. Je n'ai pas voulu les poser concrètement, mais on dit que 2 femmes sur 3 se sentent concernées par la charge mentale, alors qu'un homme sur 3 se sent concerné. J'ai vu qu'un homme était connecté quand même, donc ça n'est pas qu'une affaire de femmes, mais il y a dans la représentation de la charge mentale, on attribue quand même souvent ça plutôt aux femmes. Mais je ne ferai pas de généralité dans ce sens. Je pose juste cette statistique-là et après, on n'en parle plus. Je me présente, donc je suis Corinne Houillet, je suis sophrologue et formatrice. J'interviens sur des sujets de qualité de vie au travail. Plus globalement, j'interviens dans des projets qui visent à promouvoir et favoriser le bien-être, l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. Je suis moi-même maman, j'ai 47 ans, je suis maman d'une ado de 16 ans. Je suis en couple avec son papa qui est un gars un peu hyperactif qui aurait tendance à paniquer dès qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est quelqu'un qui me fabrique de la charge mentale, mais il cuisine et il fait les courses, donc il me décharge aussi de certaines choses. C'est un peu les vases communicants. Donc voilà, peut-être qu'on a trouvé un bon équilibre. Ça n'empêche que je suis comme la plupart des gens, comme plein de gens. Il y a des moments où je sens que ça déborde, on sent que ça s'emballe. Il y a des moments où la charge mentale, elle devient un petit peu plus présente, parfois un petit peu plus difficile à gérer. Et c'est normal en fait, parce que ça ne peut pas être parfait tout le temps. Il n'y aura pas de recette miracle aujourd'hui, simplement des pistes, c'est des leviers à utiliser pour savoir à quel moment, sur quoi on peut jouer. Avant d'ailleurs d'entrer vraiment dans le sujet, je voudrais juste vous poser la question, parce que ça va être un petit peu ça le fil conducteur de ce webinaire, c'est quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez eu la sensation d'avoir l'esprit vraiment tranquille. Je ne parle pas l'esprit tranquille quand on est en vacances, où là, en effet, on peut déconnecter. Pas non plus quand, allez, il est tard, c'est le soir, je suis devant ma série, pas quand je dors, par exemple, parce qu'il y a même des gens qui n'ont pas l'esprit tranquille quand ils dorment, mais vraiment l'esprit tranquille dans la vie de tous les jours. Souvent, quand on pose cette question, si on part de cette question-là, les gens ont tendance à se dire, je ne sais même plus, en fait, je ne me rappelle pas. Si c'est votre cas, d'ailleurs, rassurez-vous, c'est pas un problème c'est pas un problème isolé, vous n'êtes pas seul, et c'est pas non plus un problème de compétence. C'est le monde, la société dans laquelle on vit, qui nous oblige à penser au travail, à penser à la maison, à penser aux enfants. On pense à nos mails, on pense à nos obligations, on pense à ce qu'on a oublié, ce qu'il faut pas qu'on oublie, ce qu'on doit anticiper. Donc tout ça, même quand on se repose, notre tête, elle ne se repose pas vraiment. Et la conclusion qu'on en fait, souvent quand on est un peu victime de cette charge mentale, on se dit surtout, ah là là, je devrais être mieux organisé, je devrais être plus efficace, je devrais mieux gérer. La vérité, c'est que c'est pas que vous gérez mal, c'est juste que vous gérez trop. La charge mentale, c'est pas de l'incompétence, c'est un excès de responsabilité, mais souvent des zones de responsabilité qui sont assez invisibilisées. Donc, on fera des petits tests, on en parlera tout au long de ce sujet. Ce webinaire, il va nous permettre d'abord surtout pas de vous dire allez respirer, ça ira mieux, surtout pas de vous dire prenez du temps pour vous, faites des listes. Tout ça, vous le savez déjà parce qu'en fait, on sait déjà ce qu'il faut qu'on fasse, mais bien souvent, ça ne suffit pas. C'est des leviers plus profonds finalement, c'est des remises en question sur notre fonctionnement qui sont plus que des outils gadgets qui vont vraiment nous aider à changer de regard là-dessus, sur ce problème de charge mentale, de charge mentale. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est surtout comprendre ce qui surcharge notre esprit, comment l'alléger concrètement dans la vraie vie, hein, pas dans une vie idéale non plus, pas dans une vie parfaite, dans la vôtre en fait, avec votre rythme, vos contraintes, avec vos responsabilités. Euh, Parce qu'il y a cette idée aussi que par rapport aux personnes que j'accompagne dans le quotidien, il y a des personnes, j'entends qu'il y a un micro qui est ouvert, n'hésitez pas, on entend votre conversation, hein, juste pour pas qu'on participe à des choses privées. J'entends souvent, moi, dans les personnes que j'accompagne, ce sont des gens brillants, des gens engagés, des gens compétents, des gens qui s'investissent beaucoup, des personnes qui font de leur mieux. Très souvent, je vois la même chose, c'est des gens qui sont fatigués de trop penser pour tout le monde, fatigués d'être toujours en hypervigilance, toujours en anticipation, en adaptation. Et peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes aujourd'hui, hein, vous vous retrouvez dans cette description. Le but, c'est de se dire que il ne faut pas en faire plus. Il faut peut-être choisir de faire les choses, de faire mieux en fait. Et pas vouloir tout faire d'ailleurs. Dans ce que je vais poser aujourd'hui, ne cherchez d'ailleurs pas à tout retenir, ne cherchez pas à tout appliquer. Euh, Observez ce qui résonne, hein, et gardez que ce qui vous parle. Il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas ou qui sont concrètement pas possibles de mettre en place dans votre quotidien. L'objectif, c'est pas d'en faire plus, c'est de commencer justement à faire moins, mais faire mieux pour le coup. Hein, le but, c'est de se sentir plus léger en partant.
Alors, on va d'abord chercher à comprendre cette charge mentale, prendre le temps de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre tête, et on va observer qu'il y a trois grandes sources de charge mentale. Pendant que je vais les décrire, je vous invite déjà à vous demander est-ce que ça me concerne? Parce que pour le coup, il y a des choses qui vous concerneront plus que d'autres, hein, naturellement. Il y a d'abord la première source, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive invisible. C'est tout ce que votre cerveau va gérer sans que personne ne le voie. Tous les jours, vous prenez des dizaines, parfois des centaines de décisions. Des petites décisions de rien du tout et puis des grandes décisions, évidemment. Ça va du qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on part, à qui fait quoi, qu'est-ce que je dois répondre, quand est-ce que je dois répondre à ce mail, est-ce que je dois rappeler un tel, est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai pas oublié ça. En fait, tout ça, ces micro-choix, ce sont des micro-arbitrages en continu. En plus de ça, vous anticipez, vous pensez au lendemain, vous pensez à la semaine prochaine, au mois prochain, donc vous êtes dans la prévoyance, vous prévoyez. Prévoir, c'est sécuriser en fait. Généralement, on le fait parce qu'on veut prévenir les problèmes. De ce fait, votre cerveau, il est en mode chef de projet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fait d'avoir le cerveau en action comme ça tout le temps, sans pause, même quand vous êtes assis sur votre canapé, votre cerveau il continue de travailler. Même quand vous êtes en vacances, il travaille. Et ça fatigue énormément. Donc, c'est vraiment cette idée de retenir que la charge cognitive, elle est invisible. Et c'est ces micro-actions cérébrales qui s'opèrent en permanence et qui ne s'arrêtent jamais. La deuxième source, c'est la surcharge émotionnelle. Celle-là, on en parle finalement peut-être encore moins. C'est tout ce que vous portez pour les autres, parce que vous avez peut-être des responsabilités, parce que vous êtes parent, etc. On va parler des différents rôles, mais ce qu'on porte pour les autres, le fait de vouloir bien faire, le fait de vouloir ne pas décevoir, de répondre aux attentes, d'être toujours à la hauteur, et que ce soit d'ailleurs au travail, à la maison, en famille, avec les amis, avec tout le monde en fait. Donc, vous faites attention, vous adaptez, vous arrangez. Parfois, vous dites oui alors que vous pensez non. Ça arrive souvent. Parfois, vous prenez sur vous pour éviter qu'il y ait un conflit. Ça arrive souvent aussi, ça dépend des personnalités. Parfois, vous vous oubliez finalement pour préserver les autres. Et ça a un coût. On dit toujours l'amitié ou la famille, ça n'a pas de prix. Du coup, on se donne énormément. Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. C'est le coût de votre charge mentale en général. Euh, il ne s'agit pas là quand on parle de charge émotionnelle, on ne parle pas forcément de tâches, mais on porte des attentes, des responsabilités affectives. On est un peu le garant de certains équilibres relationnels. Tout ça, ça peut peser vraiment très lourd. Ça, c'est la deuxième source. La troisième source, c'est la charge identitaire. Cette troisième source, c'est le fait d'avoir plusieurs casquettes en permanence. Vous êtes parent, vous êtes professionnel, conjoint, vous êtes l'enfant de vos parents aussi. Parfois, en étant l'enfant des parents, on est aussi l'aidant. On est parfois manager, on peut être le pilier d'une équipe. Et tous ces rôles, euh, chaque rôle vient avec ses exigences. Quand vous êtes au travail, bah, vous pensez à la maison, parce que la casquette, elle ne s'enlève pas quand on est au travail. Quand vous êtes à la maison, vous pensez au travail, parce qu'il y a peut-être des responsabilités qui vous empêchent de retirer la casquette travail. Quand vous êtes avec les autres, vous pensez à ce que vous devez faire après. Donc ça vous empêche d'être dans l'instant présent en plus. Donc vous êtes rarement à 100% dans un seul espace. Le résultat, c'est que on n'a presque jamais des vrais moments off. Physiquement, on peut avoir l'impression d'être au repos, d'être off, et mentalement, finalement, assez rarement. Donc, si je résume, la charge mentale, c'est pas juste une liste de choses à faire, parce qu'on a tendance à dire que la charge mentale, c'est tout ce qu'on doit faire. Non, c'est plutôt trop de choses à penser, trop de choses à anticiper, trop de choses à gérer émotionnellement, trop de choses à retenir. Et tout ça en même temps, tout le temps, sans bouton pause. Donc, dans ces conditions-là, c'est normal d'être fatigué, parce qu'il faut admettre juste qu'on est des humains et que bah voilà, c'est un peu la limite de l'être humain. On va faire un petit exercice simple et rapide et que tout le monde peut se représenter facilement. Je vous invite, vous pouvez d'ailleurs le faire en fermant les yeux quelques secondes, parce que fermer les yeux, c'est tourner le regard vers soi et se couper de l'environnement pour pouvoir réfléchir sans pression extérieure. Si possible, si vous fermez les yeux ou si vous ne pouvez pas fixer un point devant vous, hein, quelque chose qui va vous aider à vous concentrer, et posez-vous simplement cette question. Sur quoi est-ce que mon cerveau travaille encore quand je suis censée me reposer? Quand je suis sous la douche, quand je suis dans mon lit, quand je suis dans ma voiture, quand je suis là où j'ai rien à faire d'autre que marcher, sur quoi votre cerveau travaille encore?
alors que vous êtes censé lâcher prise, alors que vous êtes censé déconnecter, débrancher. Qu'est-ce qui revient en boucle? Certains, ça va être un dossier, pour d'autres, ça va être l'organisation, l'intendance. Pour d'autres, ça va être une inquiétude, une contrariété, un truc, un sujet qui vous titille. Ça peut être une conversation qui vous revient et qui vous tracasse, hein, c'est possible. Ça peut être les fameux faut pas que j'oublie de, etc. Ce que je vous propose, c'est de le noter mentalement ou d'avoir de quoi écrire d'ailleurs, parce que dans l'étape d'après, il s'agira aussi de noter, de prendre des notes pour pouvoir faire un peu votre diagnostic. Notez là spontanément l'idée qui vous vient. Qu'est-ce qui a tendance à toujours revenir en premier plan dans votre cerveau, dans votre tête, dans vos pensées, alors que finalement ce serait l'heure, le temps, le moment de se délasser, de couper, de relâcher. Voilà, je vous laisse une seconde ou deux pour noter ça simplement. On en reparlera tout à l'heure de toute façon. On va faire un diagnostic. C'est là où je vous disais tout à l'heure, ça va être interactif dans le sens où ce qui va s'afficher à l'écran, vous allez pouvoir participer de votre côté. On sait d'où ça vient la charge mentale, on vient de l'expliquer. L'étape maintenant, qui est plutôt essentielle d'ailleurs, ça va nous empêcher de parler de manière en général, mais plutôt de parler plutôt de vous directement, de parler de votre réalité, de votre quotidien. Je vais vous proposer un outil qui est très simple, c'est le radar de charge mentale. On pourrait dire voilà, de faire le test du radar de la charge mentale. Ce n'est pas un test, d'ailleurs je dis un test, mais ça n'en est pas un. C'est plutôt une photographie de la situation à un instant T. Je vais vous donner 5 dimensions. On va parler de 5 dimensions différentes. Pour chacune, je vais vous inviter à donner une note de 0 à 10. 0, ça veut dire 0 charge mentale. Tout va bien, c'est fluide. 10, ça veut dire c'est lourd, ça pèse. En ce moment, je parle, c'est vraiment une situation, on fait un peu une photographie de la période dans laquelle vous êtes actuellement. Donc 0, 0 charge mentale, tout va bien. 10, ça voudra dire c'est très lourd, ça pèse, c'est encombrant. Vous noterez, alors sur un papier, si vous avez, c'est encore mieux, parce que comme ça vous aidera à garder le fil. Surtout, soyez honnête avec vous-même, on n'est pas là pour se juger, on fait ça vraiment sans jugement. Il n'y a rien à réussir dans cet exercice. Typiquement, là, il ne faut pas se mettre de pression. On ne se met pas de pression inutile, on est là justement pour s'en débarrasser. Alors, première dimension, l'organisation. Alors, ça va concerner forcément vos plannings. Le planning dans la vie, je parle de la vie pro, de la vie perso, ça peut concerner les deux domaines. Vos listes, vous savez, ces choses à faire que vous listez tous les jours. Vos rendez-vous, les rendez-vous, les vôtres, ceux que vous gérez pour les autres, parce que forcément, ça vous implique si c'est pour les rendez-vous de l'orthodontiste du petit dernier, le rendez-vous chez l'ophtalmo pour le parent ou la grand-mère, etc. Vos échéances, voilà, toutes les to-do list, tout ce qui a tendance à générer, en fait, à relever de la dimension organisation. La question, c'est, est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous avez à faire? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt en mode, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié un truc, je suis toujours en train de courir après le temps, je suis toujours en train de gérer les urgences. Du coup, de 0 à 10, voyez, est-ce que je suis plutôt, je maîtrise, je cours après le temps, j'oublie un truc? Comment vous vous situez sur une échelle de 0 à 10? Où est-ce que vous vous situez? Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à combiner les différentes dimensions, parce que la charge mentale, c'est la somme de tout, de toute façon. Donc, sur le plan de l'organisation, de 0 à 10, je vous laisse mettre la petite note. La deuxième dimension, c'est la dimension des relations et des attentes qui peuvent venir des autres. Tout ce qui concerne ce qu'on attend de vous, ce que vous pensez qu'on attend de vous, ce qui est quand même différent de ce qu'on attend de vous, parce que parfois il y a l'interprétation qu'on se fait de ce qu'on attend de nous, ce que vous vous imposez, au travail, en famille, dans votre entourage, encore une fois, c'est vraiment à tout niveau. Donc les attentes extérieures, tout ce qui relève d'une pression un peu implicite, l'auto-exigence, le besoin de bien faire. Donc, est-ce que vous arrivez à poser des limites? C'est ça la question. Ou est-ce que vous prenez souvent sur vous? Là, dans la dimension relation et attente, la note que vous allez attribuer, elle doit révéler si les relations génèrent chez vous de la charge mentale ou pas du tout. Si c'est 0, voilà, non, moi je ne me suis pas influencée par ça. Je sais ce qu'on attend de moi. Je n'ai pas j'ai pas une interprétation surdimensionnée de ce qu'on attend de moi. Je ne me laisse rien imposer. Voilà, ça peut être ça. Ou alors, je dis oui trop vite, je prends beaucoup sur moi, je m'adapte sans cesse, etc., etc. Je vous laisse mettre la note. La troisième dimension, c'est la dimension temps pour soi.
cette dimension-là, le temps pour soi, je parle de vrai temps, hein. Pas du temps, tiens, il me reste 10 minutes, allez, je me mets dans mon fauteuil et je ferme les yeux. Je parle de vrai temps, pas du temps de mauvaise qualité. Celui où on scrolle sur le téléphone, par exemple, c'est pas du vrai temps pour soi. Ça, c'est du temps, de toute façon, c'est du temps perdu. Généralement, quand on scrolle, c'est du temps perdu. Je parle de vrai temps, le temps pour souffler, pour se recentrer, pour déconnecter, pour recharger les batteries. Euh, le vrai temps de qualité. Est-ce que vous en avez vraiment? Voilà, c'est la question. Est-ce que vous êtes toujours en dernier sur la liste? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice, les autres d'abord et moi après, etc., etc. Est-ce que vous pratiquez, par exemple, facilement l'égoïsme sain, qui consiste à se dire, voilà, c'est pas les autres d'abord et moi après, c'est pas non plus moi d'abord et les autres après, c'est les autres et moi. Voilà, ça peut être ça. Donc tout ça, ça doit déterminer un chiffrage, une note de 0 à 10. Ah, je vous laisse réfléchir quand même un petit peu parce que des fois on se pose la question, on a besoin d'un peu de temps pour s'auto-analyser. La quatrième dimension, c'est celle de la clarté des priorités. Cette dimension-là, la question c'est est-ce que vous savez clairement ce qui est vraiment important pour vous en ce moment? Est-ce que vous savez quelles sont vraiment vos priorités? Ou est-ce que les choses, elles ont tendance à se mélanger? Est-ce que vous savez faire la différence entre l'urgent, l'important, le secondaire, l'accessoire? Ou est-ce que tout a l'air prioritaire pour vous dans la vie? C'est pareil, je laisse un temps parce que volontairement, ça demande une petite réflexion, une petite auto-analyse. C'est pour ça que réfléchir les yeux fermés, ça nous oblige à nous regarder en face, en quelque sorte. Voilà, donc encore une fois, une note de 0 à 10. 0, pas de charge mentale, 10, oulala, ça pèse. Et la cinquième dimension, c'est la charge émotionnelle. Tout ce que vous portez intérieurement. Ça, c'est vraiment le truc qui ne se voit pas forcément. Il n'y a que vous qui êtes capable de le dire, hein. Ce qui vous inquiète, qui a tendance à créer de la frustration, des non-dits, des ruminations. Est-ce que votre mental, votre équilibre intérieur, est-ce que c'est plutôt calme? Est-ce que c'est plutôt agité? Est-ce qu'il y a des choses qui tournent en boucle en permanence? Pareil, donc d'une note entre 0 et 10, 0 charge mentale ou 10, ça pèse énormément. C'est pour ça qu'on fait bien de photographier à l'instant T, parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas la situation d'il y a 6 mois, ce ne sera pas la situation dans un an ou deux. On se concentre sur le présent. Et donc, quand on a fait ça, je vous laisse noter votre dernière catégorie, cette cinquième dimension, et maintenant, on va pouvoir observer le radar. Quand vous regardez un peu vos notes, alors vraiment sans jugement, hein, on n'est pas là pour s'auto-flageller, sans jugement, le but c'est d'observer où est-ce que c'est le plus élevé, où est-ce que ça déborde le plus. C'est là que votre énergie, elle se perd en priorité. C'est là qu'on va pouvoir agir parce que on ne peut pas soulager ce qu'on ne regarde pas. Le fait simplement de l'avoir noté et puis d'avoir décomposé en 5 dimensions concrètement, ça permet d'aller voir que c'est pas juste ah j'ai de la charge mentale. C'est globalement qu'est-ce qui génère cette charge mentale. Et du coup, c'est différent, c'est parce que ça nous permet de cibler là où il y a quelque chose qui cloche. Typiquement, il y a des personnes qui ressentent ce débordement, cette charge mentale, cette impression qu'elles perdent pied, elles perdent le fil, elles perdent le contrôle. Alors qu'en fait, c'est pas tout qui pose problème, en fait. Il y a peut-être un aspect, une dimension dans la vie qu'il faut regarder de plus près parce que c'est là que ça se joue. Et que du coup, ça prend une telle ampleur qu'on a l'impression que c'est tout qui déconne, alors que pas forcément. Pour vous identifier, il y a des cas concrets, en fait, pour vous comparer, pour voir si le score que vous avez observé, lequel vous paraît le plus ressemblant. C'est plus parlant avec ces petites illustrations peut-être. Ces exemples-là sont peut-être un petit peu caricaturaux, hein, mais c'est juste pour voir dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Il y a le parent salarié, souvent chez le parent ou chez lui ou elle, hein, peu importe, l'organisation 7 ou 8. La note, elle doit être certainement dans l'ordre autour de 7-8. Le temps pour soi, il n'y en a pas beaucoup, donc 9, parce que j'arrive pas à en prendre en fait. La charge émotionnelle, 7, peut-être 7-8 aussi également. Ça veut dire que souvent, quand on est le parent salarié, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup d'anticipation et il y a très peu de temps pour la récupération. Avec cette impression, je tiens, mais à quel prix? Voilà. Ça, c'est un petit peu la casquette parent salarié qui est un petit peu sur tous les fronts.
L'autre cas de figure, on peut d'ailleurs se retrouver dans plusieurs cas de figure, hein, dans plusieurs profils. Le manager cadre, souvent au niveau des relations, des attentes, 8 sur la note, vous avez peut-être obtenu une note de 8. La charge émotionnelle, peut-être 8 aussi. La clarté, la disponibilité, peut-être 6, 7, vous voyez. La responsabilité qu'on a sur les autres, la pression des résultats, l'obligation d'être disponible tout le temps, ça génère cette pensée, voilà, il faut que j'assure, quoi. Voilà, on m'a fait confiance, j'ai un statut, j'ai cette casquette de manager, il faut que j'assure. Donc, je dois assurer, ça, typiquement, c'est générateur de charge mentale. L'autre cas, le solopreneur, l'indépendant, souvent au niveau de l'organisation, pareil, c'est plus. Au niveau de la clarté, c'est fragile parce qu'on navigue parfois en tant qu'indépendant dans l'incertitude. On avance, on ne sait pas forcément de quoi sera fait demain. Le temps pour soi, le repos, bah, plutôt rare, hein. On va dire que ce n'est pas forcément là où on a eu la note la plus basse. Un solopreneur, un indépendant, tout repose sur lui, hein. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui ou elle qui doit décider en permanence. Il n'y a pas vraiment de coupure, hein. C'est difficile de faire une séparation entre la vie pro et la vie perso, parce que finalement, comme c'est quand on a son propre business, eh ben, il faut tout assumer tout le temps. La frontière est plus mince, c'est plus difficile. Cette petite phrase intérieure qui fait, voilà, si je lâche, tout s'écroule, forcément. Le business repose sur mes épaules en tant qu'indépendant. Vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure. Il y a l'aidant familial. Je l'ai illustré aussi parce qu'il y a de plus en plus, hein, de personnes qui se retrouvent, voilà, sur le plan don de soi, relationnel, 9 sur 10. Avoir en charge un parent malade, par exemple, ou une personne en situation de handicap dans la famille, c'est émotionnellement, sur le plan des relations et le plan émotionnel, très, très éprouvant. La charge émotionnelle est forte, le temps pour soi est réduit au minimum parce que le temps passe en priorité pour les autres. Le sentiment de culpabilité peut être très fort aussi. Donc là, il y a beaucoup de dons de soi, beaucoup de temps donné à l'autre, beaucoup de fatigue invisible, évidemment. Et là, le sentiment, c'est ben, je ne peux pas me permettre de craquer, je n'ai pas le droit. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans un seul, peut-être dans plusieurs de ces profils. C'est normal, on n'est pas dans une seule case non plus. Euh, on est d'ailleurs même dans des équilibres toujours un peu mouvants. Il y a des moments où la vie pro va prendre plus de place, des moments où la vie perso, parce qu'on va avoir un enfant qui va nous poser un souci, un ado qui va être dans une phase compliquée, un parent qui est malade, et puis le jour où il ira mieux, ça ira mieux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est pas figé évidemment. Ce qui est important, c'est que vous soyez aujourd'hui, vous ayez pu identifier votre zone sensible, là où ça coince, là où ça coince le plus pour vous aujourd'hui, pour avoir en tête que dans la prochaine partie, ce qu'on va voir maintenant, sur quoi il faut que j'agisse, quelles sont les zones, quelles sont les dimensions sur lesquelles je peux alléger concrètement. Et pas en théorie, hein, mais du coup, dans la vraie vie, comment ça peut se traduire concrètement dans la vraie vie. Donc, c'est ce qu'on va voir cette notion de levier, la partie certainement la plus importante parce que c'est celle qui fait la différence. On comprend, ok, on sait d'où ça vient la charge mentale, on se situe, on a identifié quels étaient notre profil, mais ce qu'on veut vraiment, c'est repartir avec des solutions, avec des choses simples en plus, hein, des choses applicables à la vie réelle, pas des principes qu'on aura oubliés demain ou des grandes phrases qui veulent tout dire et en même temps rien dire. Donc je vais parler de 5 leviers et encore une fois, je le redis, on n'est pas obligé de tout faire. Un seul levier bien appliqué peut déjà changer concrètement, littéralement, les choses. Donc, parmi ces leviers, on va les voir un par un. Le premier levier, c'est de se dire, il faut que je trouve, par exemple, selon ce que vous avez identifié juste avant, comment je peux sortir les choses de ma tête. Votre tête, c'est pas un disque dur. On a tendance à penser que on stocke tout comme un disque dur dans la mémoire. Notre tête, il faut plus la voir comme un processeur, euh, comme quelque chose qui est fait pour réfléchir, pas pour stocker. Pourtant, force est de constater que les gens qui accumulent de la charge mentale ont la sensation d'avoir entassé à l'intérieur de leur tête à peu près tout et n'importe quoi. Entre les rendez-vous, entre les idées qui leur viennent, les tracas, les soucis, tout ce qui, voilà, les rappels, ça procure une sensation de saturation. Donc l'idée, c'est de vider cette tête qui n'est pas faite pour accueillir autant d'informations. Donc le rituel est très simple, c'est le rituel cerveau vide. Une fois par jour, 5-10 minutes, vous consacrez 5 à 10 minutes à ça. Alors, quand je disais tout à l'heure, c'est des choses simples, hein. Je vais pas vous réinventer la roue. Je vais parler de choses simples qui peuvent paraître trop simples pour être efficaces, mais c'est justement parce qu'elles sont simples qu'elles sont réalistes et réalisables, en fait, hein. Donc, 5 à 10 minutes par jour, ça dépend de la quantité de choses que vous avez dans votre tête.
Vous prenez une feuille, un carnet, vous ouvrez une appli, peut-être comme on met des notes dans le téléphone, et vous écrivez tout, sans trier, sans organiser, sans juger ce qui sort, tout ce qui traîne dans votre tête, même les trucs les plus absurdes. C'est vraiment l'idée de déverser à l'extérieur, de mettre à distance de votre cerveau tout ce qui traîne dans votre tête. Tous les il faut que je pense à, je dois, etc. Vous sortez tout. Tant que c'est dans votre tête, le problème, c'est que ça fatigue, ça prend de la place, ça consomme de la bande passante, on va dire, en quelque sorte. Dès que c'est dehors, vous allez vous sentir soulagé. Il sera bien temps, à un moment donné, peut-être de faire le tri. Peut-être que l'idée, dans un second temps, ce sera de se dire, bah tiens, dans tout ce que j'ai sorti, je ne vais pas le regarder tout de suite, je vais juste déverser tout ce que j'ai dans ma tête. Peut-être le lendemain, le surlendemain ou quelques temps plus tard, je viendrai voir pour me rendre compte qu'avec un peu de distance, un peu de temps, ah ouais, donc vraiment, ça prenait vraiment de la place dans ma tête. Alors qu'avec le recul, je suis capable de me dire, c'est absolument sans importance. Une pensée qui prend beaucoup de place aujourd'hui, qu'est-ce qui restera de cette pensée dans 20 ans, par exemple? Là, j'exagère, je grossis le trait en me disant, avec le temps, qu'est-ce qui en restera? Qu'est-ce que ce souci, cette chose qui me préoccupe aujourd'hui, qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans dans un pays sous-développé en penserait? Parfois, le temps m'aide aussi à le relativiser. Donc, l'idée de tout sortir, c'est une façon de mettre à distance tout le bazar qu'on peut avoir dans notre tête. Ça rassure le cerveau parce que le cerveau se dit, bon, c'est écrit quelque part, donc s'il y a des trucs importants là-dedans, je saurais les retrouver. Et il y a un effet vraiment soulageant, quoi. Dès que c'est dehors, ça vous soulage. Donc moi, je dirais que le premier exercice à faire, c'est un travail d'écriture. Alors, je préfère l'écriture manuscrite, hein. Je parlais du téléphone, d'une appli, ça marche bien. Mais il y a quelque chose de thérapeutique dans l'écriture. Donc pourquoi pas préférer quand même un truc plutôt écrit, hein. Si vous avez la possibilité, c'est bien. Là, c'est vraiment l'idée, je sors tout. Euh, Certains le feront aussi, par exemple, sur des petits papiers. Dès qu'ils ont un truc voilà, dès que j'ai un petit truc qui me prend la tête, je le note, je l'écris, je le mets dans une boîte, par exemple, hein. Je le mets dans un bocal, je le mets dans un endroit où la charge mentale, je la matérialise par des petits post-it ou des petits papiers, et je vois le papier, le bocal, par exemple, se remplir. Autant le bocal se remplit, autant moi, ma charge mentale, elle se décharge. Et d'avoir la possibilité à tout moment de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui me prenait la tête la semaine dernière pour que je l'ai rempli le bocal à ce point-là? Et quand je regarde, en effet, à distance, je peux me dire, ouais, non, une semaine après, ça n'a vraiment plus d'importance. Ça peut être une façon de voir les choses. Donc, premier levier, vider la tête. Le deuxième levier, c'est d'apprendre à prioriser autrement. En gros, ça veut dire arrêter de vouloir tout faire, évidemment, hein. La plupart des personnes qui sont surchargées, elles ont des to-do list interminables, impossibles, avec des trucs, des listes de 20 choses absolument à faire par jour. Parfois plus, hein, je dis 20, mais pour ceux qui se reconnaîtront dans les to-do list, c'est peut-être beaucoup plus, hein. Et puis, ce qui se passe, c'est que le soir, elles ont l'impression d'avoir raté leur journée parce qu'elles ont peut-être réussi à faire que 3 trucs. À la base, le contrat était caduc. Je veux dire, c'est comme l'engagement était impossible à tenir. La personne, elle a travaillé toute la journée, elle s'est donnée à fond, elle a été sur tous les fronts, avec cette sensation finalement hyper décevante d'avoir pu faire que 4 ou 5 choses de ces 20 choses que j'avais pu faire. Donc, pour pallier à ça, pour pas créer de l'auto-insatisfaction, parce que là, on se piège, on se tire une balle dans le pied, clairement, avec cette façon de faire, je propose une autre règle, c'est la règle des 3 vrais essentiels. C'est-à-dire que tous les jours, après ça n'empêche que ça reste une discipline, c'est de s'appliquer ça tous les jours, de s'appliquer tous les jours, de choisir 3 choses vraiment importantes. Et pas forcément 3 choses urgentes, des choses importantes. Des choses pour lesquelles, si vous vous dites, si je fais ça, ma journée, elle est réussie. Bien sûr, il y aura des urgences qui vont s'intercaler, parce que ce qui est urgent, de toute façon, reviendra naturellement. Mais de partir du principe que j'ai d'abord identifié ce qui était important. Si je l'ai réussi, ma journée, elle est réussie. Et du coup, tout le reste, tout ce qui viendra s'additionner, s'ajouter à ce que j'ai pu faire, je le perçois comme du bonus. Si je le fais, ben, tant mieux. Et ça viendra s'ajouter comme de la valeur ajoutée sur ma journée. Plutôt que d'avoir une liste absolument interminable et irréaliste qui me fait surtout ressentir le soir ce que je n'ai pas fait. Là, je me mets moins d'objectifs, je considère ce qui est important et je concentre mon énergie sur ce qui est important. Et ensuite, ce qui viendra s'ajouter, c'est du plus. Si je ne le fais pas, ce n'est pas un drame vu que ça n'était pas classé dans les choses importantes. Mais par contre, ça change complètement le rapport à la journée. Je démarre la journée avec moins de pression et je finis ma journée avec plus de satisfaction. Certains ont du mal à adopter cette technique en se disant
Bah oui, mais parce que moi, j'ai du mal à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est urgent, ce qui est secondaire, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut des outils sur lesquels on n'aura pas forcément le temps de rentrer aujourd'hui, mais des outils pour apprendre à gérer l'urgent et l'important. Alors, la petite matrice d'Eisenhower, je ne sais pas si vous la connaissez, matrice d'Eisenhower qui nous aide à classer les choses. Ce qui est urgent est important. Donc, ce qui est urgent, bah, ça va être certainement, de toute façon, par la force des choses, ça sera fait. Ce qui est important, je me le mets dans mes priorités. Ce qui n'est ni urgent ni important, ben, soit je le délègue, soit je m'en débarrasse. Hein, c'est quelque chose qui n'a même plus lieu d'être dans ma to-do list. Ce qui est important et pas urgent, je peux peut-être le confier à quelqu'un. Là, je peux déléguer stratégiquement. Vous voyez, ça change vraiment le rapport aux tâches, aux choses qu'on a à faire. Donc, prioriser autrement, c'est difficile pour les gens qui ont besoin de tout gérer. C'est difficile pour les gens qui ont du mal à lâcher prise en se disant bah non, tout est important, puis c'est moi qui dois tout faire parce que quand c'est moi qui le fais, je suis sûre que ce sera fait comme il faut. Ça, c'est un petit peu le problème. Alors, c'est le problème d'ailleurs qui m'amène au troisième levier, réduire la charge invisible en fait, partager la charge, alléger ce que vous portez tout seul inutilement. Beaucoup de charge mentale vient de là en fait, le fait de vouloir tout prendre à sa charge parce que vous le savez le faire. Alors vous vous dites, bah, je sais le faire, je vais le faire, mais c'est pas parce que vous savez le faire que vous devez le faire. C'est pas parce que je sais faire que je dois faire. Vous vous dites, ça ira plus vite si je le fais moi-même. Ou vous vous dites, bah, ça sera mieux fait, et puis on n'en parle plus. Et en fait, c'est le piège. Je pense que ces phrases-là suffisent à se reconnaître hein, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Euh, c'est formidable de travailler avec des gens qui raisonnent comme ça, parce que du coup, on peut se dire, non, mais c'est bon, elle gère, il gère, etc. Sauf qu'en fait, on se punit tout seul, en fait. On tombe dans un système, un mode de fonctionnement qu'on finit par subir. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment à vous, posez-vous la question à vous-même, est-ce que c'est vraiment à moi de gérer ça? Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux partager? Est-ce que je peux simplifier? Parfois, il suffit de clarifier, de dire clairement ce que vous attendez, de dire clairement ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Parfois, il faut apprendre à dire non. Non, c'est difficile, très difficile pour certaines personnes de réussir à dire un non calme, un non posé, un non qui fait un non respectueux, quoi, en fait. Hein. Dire non, c'est pas être égoïste, hein, c'est se respecter soi-même d'abord, et puis c'est établir d'ailleurs une relation équilibrée. La solution du non, apprendre à dire non, c'est par exemple d'identifier euh, pourquoi la personne me demande, c'est de valoriser. Bah, tiens, tu me demandes quelque chose, merci de me faire confiance, par exemple. Donc, de démarrer avec quelque chose de positif, de dire derrière, voilà, j'aurais beaucoup aimé pouvoir t'aider, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Donc, le non, c'est un non immédiat, mais ça peut être un oui à une échéance plus éloignée. Voyez. Donc, c'est apprendre à dire non, c'est pas un non systématique, mais c'est pas un oui systématique non plus. Apprendre à dire non, c'est un non en sandwich. Merci de m'avoir fait confiance. Je ne peux pas le faire, mais je serais ravie de pouvoir t'aider une prochaine fois. Voilà, je simplifie, je caricature, c'est bien sûr un peu plus complexe que ça, mais le non en sandwich, il aide à faire passer il aide il aide à faire passer le non. Dire oui systématiquement, c'est le problème aussi que, vous l'avez déjà tous constaté, il y a des gens qui, on sait qu'il ne faut rien leur demander. Et le jour où ils disent oui, on se dit, oh, waouh, il m'a dit oui, il m'a donné un coup de main, il m'a aidé. Donc celui qui dit non tout le temps, le jour où il dit oui, ça a de la valeur. Remarquez bien que celui qui dit oui tout le temps, son oui n'a plus de valeur. Par contre, le jour où il dit non, ah, il m'a dit non. Cette fois-ci, il m'a dit non. Comme si c'était, on n'est pas habitué en fait. L'autre n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Donc ça peut être une vraie question de fond. J'ai juste envie de redonner de la valeur à mon oui. Que lorsque je dis oui à quelqu'un, si on me demande un service, on me demande du temps, si on me demande de l'attention, de la coopération, etc., eh ben ce oui, il faut lui redonner de la valeur. Voilà. Donc c'est l'idée de repenser la charge, hein, de se dire, voilà, se dire à soi-même, ça n'est pas parce que je sais le faire que je dois le faire. Le quatrième levier, recréer des bulles mentales. Je dis respirer mentalement. Il ne s'agit pas de vous dire, allez, respirer, ça va se passer. C'est vraiment permettre à votre cerveau de respirer. Aujourd'hui, on est dans une organisation, la plupart des gens, on enchaîne. Voilà, travail, le téléphone, les notifications, les infos qui nous viennent de partout, les réseaux qui nous obligent à être toujours un petit peu connectés, le mode un peu zéro pause mentale. Même quand on se repose, on consomme. Je parlais de bande passante tout à l'heure, cette sensation qu'il y a toujours quelque chose qui continue de tourner, un petit hamster qui court dans sa roue en arrière-plan. Donc, c'est vraiment l'idée d'installer des bulles mentales dans vos journées.
des mini-pauses, très simples en fait, hein, il ne faut pas aller chercher des complications. Par exemple, de respirer pendant 90 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, des respirations conscientes. C'est-à-dire que je ferme les yeux, j'inspire profondément par le nez, je fais une apnée pleine par exemple, pour laisser le temps, j'optimise les échanges gazeux, et puis je souffle tout doucement par la bouche. J'allonge l'expire. L'expire, si je peux être 2 à 3 fois plus longue dans l'expire que dans l'inspire, j'aurai un effet hyper apaisant. Je fais ça pendant 1 minute 30, 2 minutes. Ça va avoir un effet assez instantané. Déjà, ça calme le système nerveux. Ça permet de mettre le cerveau en pause, qui est une vraie pause en fait, parce que consciemment, la pause, elle peut se faire. Cette pause de respiration, elle agit à la fois sur le système nerveux autonome, qui réagit très bien à la respiration. Elle agit aussi sur le petit reset cognitif à ce moment-là, de remettre un petit peu ramener le calme au niveau du cerveau. On va se dire qu'une minute, 1 minute 30, ça se trouve, ça se prend. Encore faut-il vouloir le prendre. Pouvoir, on peut le faire en fait. On sait très bien que ça ne demande pas de matériel, ça réclame aucun équipement particulier, on l'a sur nous, la respiration. C'est juste, voilà, à quel moment je décide donc que j'en ai besoin. Et je le note dans mon agenda où je me mets un rappel sur mon téléphone, quitte à ce qu'on ait toujours nos téléphones sur nous, autant que ça nous serve à quelque chose. Un rappel qui me dit, c'est le moment de faire une pause mentale. Cette pause mentale, en fait, elle permet vraiment en un temps très court, de reconstituer nos réserves d'énergie. Ça a un effet sur le plan cognitif, sur la concentration, beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, hein, tout simplement. Euh, J'allais vous dire, il y a des applications très bien pour faire ça. Il y a l'application Respire Relax, qui est une application il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est gratuit. C'est une application qui vous aide à pratiquer les exercices de respiration. Respire Relax, vous avez une bille qui monte et qui descend. Vous avez plusieurs programmes qui définissent le rythme de la bille et vous pouvez définir le temps de cette parenthèse de respiration. Donc, Respire Relax, si vous prenez le programme Équilibre, ben, vous allez faire de la cohérence cardiaque. J'inspire en comptant 5 et je vais expirer en comptant 5. Et je vais faire ça pendant 5 minutes. Ben, en faisant ça, j'ai fait une séance de cohérence cardiaque. Si j'ai que 3 minutes, ben, je programme 3 minutes. Il y a un programme détente pour allonger l'expire, pour venir calmer les pensées, le système nerveux, etc. Je précise juste que sur les respirations, lorsque vous inspirez par le nez, vous fabriquez un gaz que vous ne fabriquez pas quand vous inspirez par la bouche. Donc, préférez toujours inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ce gaz, c'est du monoxyde d'azote. Ça a un effet sur la dilatation des vaisseaux, ça a un effet sur le système nerveux. Donc vraiment, c'est beaucoup plus intéressant d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Autre exemple de pause mentale, aller marcher. Parfois, on est au boulot, on se dit, bah, je peux pas m'absenter 1 heure. Je ne vous dis pas d'aller faire une rando, hein, mais d'aller marcher même un quart d'heure sans téléphone. Et de dire, voilà, sans téléphone, de matérialiser l'idée que rien ne vous raccroche à rien. Pendant 10 à 15 minutes, si c'est juste le temps dont vous pouvez vous accaparer, aller marcher même dans un temps court, mais sans téléphone. Alors des gens disent, oui, mais j'en ai besoin parce que j'écoute ma musique. Dans ce cas-là, mettez en mode avion, éventuellement. Mais de trouver le moyen d'aller marcher sans qu'il y ait quelque chose qui vous relie au quotidien, aux obligations, etc. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'aller marcher et que le téléphone sonne pour nous annoncer qu'on a besoin de vous, etc. Donc là, on perdrait tous les effets. Aller marcher, la marche est quand même un des moyens le plus efficace de remettre notre cerveau, de faire un petit reset. On est fait pour ça, l'humain est fait pour marcher. Marcher, c'est mettre un pied devant l'autre et c'est avancer, aller de l'avant. Il y a dans la marche quelque chose de très thérapeutique. Alors, si on peut marcher beaucoup, c'est encore mieux, mais si on peut déjà se prendre 10-15 minutes pour aller marcher, c'est une vraie pause, une vraie bulle mentale. Aller marcher seul, encore mieux, hein, pour vraiment se réapproprier toutes ces sensations. Je vous dirais que quand vous allez marcher sans téléphone, soyez dans une marche consciente pour le coup. Faites fonctionner tous vos organes sensoriels. Sentez le vent sur votre visage. Percevez l'odeur de l'air frais peut-être dehors. Concentrez-vous sur les sons, les bruits. Tiens, j'entends les oiseaux, j'entends un bruit au loin. Refaites fonctionner tous vos organes sensoriels. Tiens, il y a une odeur, il y a un parfum, ils ont tondu les pelouses, il y a une odeur d'herbe fraîchement coupée, etc. En faisant fonctionner vos organes sensoriels, vous vous reconnectez vraiment à vous et du coup à l'instant présent. C'est vraiment un exercice qui est très, très efficace. Euh,
Si vous ne pouvez pas sortir pour aller marcher, je vous dirais que vous posez tout, vous débranchez, voilà, mettez en mode avion et vous regardez par la fenêtre. Ça aussi, c'est une façon de faire une pause, en fait. On est d'accord que tout ce que je dis là, c'est une action volontaire, hein, il n'y a que vous qui pouvez décider de le faire, hein. Et encore une fois, c'est jamais des choses compliquées. De se poser devant la fenêtre, de regarder par la fenêtre et de regarder au loin. Alors, on n'a pas forcément une vue dégagée, ça dépend où vous êtes, mais que ce soit à la maison ou au travail, d'essayer de trouver une fenêtre si vous ne pouvez pas sortir. Une fenêtre, c'est encore mieux si vous pouvez l'ouvrir, évidemment, mais de regarder par la fenêtre et de regarder au loin, sans objectif particulier, sans forcément, sans travail méditatif particulier, mais de déplacer le regard en fait. En déplaçant l'attention vers l'horizon, au loin, c'est mieux si vous avez une belle vue évidemment, mais on ne choisit pas forcément toujours. Mais ça permet de déplacer l'attention et de se déconnecter de l'environnement dans lequel on évolue et qui a tendance à créer cette charge mentale. Donc voilà, regardez par la fenêtre, tout simplement. Ça peut être d'ailleurs comme ça qu'on commence la journée. Je me lève, je sors de mon lit, j'ouvre les volets, les rideaux, peu importe. Et la première chose que je fais, c'est je regarde au loin. Je me mets devant ma fenêtre et je regarde au loin. Euh, Si vous n'avez même pas de fenêtre, pas de vue, rien de possible, restez où vous êtes et fermez les yeux 2 minutes. Ça peut paraître, et il y a peut-être aussi des endroits où c'est pas évident, parce que si vous travaillez en open space, vous allez dire, je peux pas non plus m'extraire de l'environnement, etc. Mais dans la mesure du possible, dès que la possibilité vous est donnée, de vous installer quelque part, peut-être de mettre des écouteurs pour vous couper du bruit et fermer les yeux 2 minutes. Ce retour à soi de 2 minutes, sans objectif, hein, sans performance, juste être là, présent à vous-même. Parce que finalement, tout ça, euh, quels que soient les exemples que je viens de donner, le cerveau, il a besoin de ces petits sas, en fait, des sas de décompression. Sinon, bah, on laisse la place, ça sature et on laisse la place à la charge mentale. Voilà pour laisser l'esprit, le mental respirer. Le cinquième levier, c'est de changer le rapport à soi. Quand je dis se parler mieux, c'est arrêter de se mettre de la pression à soi-même, réussir à se dire ça va, stop, c'est suffisant, t'en as fait assez. C'est peut-être le plus important et en même temps le plus difficile, la relation à soi-même. Il y a beaucoup de charge mentale qui vient du perfectionnisme. Est-ce que, par exemple, vous vous dites ah, je devrais faire mieux ou je peux faire mieux? Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que c'est jamais assez? Ceux qui disent, je donnais l'exemple tout à l'heure, mais je ne peux pas me permettre, j'ai pas le droit de lâcher, j'ai pas le droit d'abandonner. Ce sentiment d'hyper-responsabilité de tout, ce sentiment de culpabilité qui vous empêche parfois d'être un peu égoïste. Euh, les personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes, souvent plus d'ailleurs qu'avec les autres, hein, pour vous, pour ces personnes-là, je vous propose un exercice qui est très simple. À la fin de chaque journée, posez-vous cette question, et si c'était suffisant pour aujourd'hui? Même imparfait, même incomplet, c'est pas idéal, mais honnêtement, est-ce que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez? Souvent, la réponse, c'est oui, mais ça suppose de s'être réellement posé la question. Et ça change tout de se poser la question. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, il y a une lecture qui est très intéressante, c'est les accords Toltec. Peut-être que vous les avez déjà lus, hein. Les 4 accords Toltec sont en matière de développement personnel. Je trouve que c'est un excellent un recueil, manuscrit, point de départ pour le développement personnel. Ça dit 4 accords. Celui de ne pas faire une affaire personnelle des choses, considérer que ce qui appartient aux autres leur appartient. Je ne suis pas responsable de ce que les autres pensent ou font. Et donc, je ne suis pas obligée de faire une affaire personnelle de ce que les autres disent, par exemple. Ne pas faire de suppositions, ne pas créer aussi de la charge mentale à partir de il m'a pas dit bonjour, il doit m'en vouloir, il doit y avoir quelque chose. Toujours faire des suppositions ou élaborer des scénarios qui ne sont pas la réalité, mais c'est des pensées qui se fabriquent dans notre tête comme ça. Avoir une parole impeccable et faire de son mieux. Et ben ça, c'est les deux accords Toltec qui nous renvoient à ce cinquième levier. Avoir une parole impeccable, c'est déjà être, ne pas s'auto-flageller, dire ah non mais je suis nulle, ah mais qu'est-ce que je suis bête, ah mais quelle idiote. Toutes ces petites phrases qu'on est capable de se dire, ben ça, il faut vraiment les gommer parce que notre cerveau les croit en fait. À force de le dire, ça vient s'inscrire. Parfois on le dit parce qu'on l'a entendu. Alors, ça vient de l'éducation parfois. Et ça, malgré nous, il y a un petit travail à faire en effet. Mais de s'auto-corriger quand on peut avoir parfois des paroles qui sont un peu dures, un peu sévères envers nous-mêmes.
Donc, ce serait ça, déjà, changer le verbatim, il est important. Et puis, le quatrième accord qui est faire de son mieux, c'est de considérer que mon mieux d'aujourd'hui, c'est pas mon mieux d'hier, et c'est pas non plus mon mieux de demain. Mon mieux d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu faire avec ce que j'avais, le temps imparti, les moyens à ma disposition, ma capacité de concentration du jour, mon niveau d'énergie. Si je me pose réellement la question en fin de journée, et si c'était suffisant, c'est pas parfait, c'est peut-être incomplet, c'est peut-être encore une fois pas idéal, mais honnêtement, est-ce que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais? Ben, si la réponse c'est oui, et ben d'un seul coup, je me dis, ben, ok, demain est un autre jour, on fera mieux demain. Donc, de changer ce rapport-là, ce rapport à soi, ça part de là. De toute façon, il faut que ça parte de nous avant que ça puisse partir des autres, évidemment. Le travail, il est toujours à faire à l'intérieur de soi. Les réponses, elles sont rarement à l'extérieur, hein, évidemment. Donc, je trouve que ce cinquième levier, c'est celui qui demande peut-être le plus de travail. Concrètement, si je résume, hein, comment ça se vit concrètement, je récapitule ces 5 leviers différemment. Vider la tête, c'est quoi? C'est 5 minutes par jour. On ne fait pas le tri, on décharge, on déverse, on vide, tout simplement. Prioriser autrement, c'est retenir que c'est quoi mes 3 essentiels max, vraiment 3 essentiels max. Tout le reste, ce sera du bonus. Ça veut dire que 3 essentiels, j'aurai la satisfaction, mais il me reste de la place pour autre chose. Et l'autre chose viendra, et puis si j'ai fait de mon mieux, ben, j'aurai fait mon maximum. Partager la charge, c'est de se rappeler, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est à moi ça? Est-ce que je ne peux pas déléguer? Est-ce que je suis vraiment obligée de dire oui? Voilà, partager la charge, c'est ça. Respirer mentalement, bah, ça pourrait se résumer à se dire, déjà, est-ce que je suis capable de me poser 2 minutes sans écran, sans rien, sans rien autour de moi, 2 minutes de reconnexion totale. Et puis se parler mieux, le dernier levier, c'est voilà, je fais de mon mieux, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc c'est vraiment, ça se matérialise, on voit bien 5 leviers, on ne peut pas forcément activer les 5. Moi je dis, il faut choisir celui avec lequel on se sent le plus à l'aise et avec lequel on se sent le plus en capacité de réussite tout de suite. Comme ça donnera l'impulsion pour les autres leviers. Mais de choisir que, identifier qu'il y a forcément, à un moment donné, il faut que ça commence par quelque chose. Quand je disais tout à l'heure, ce sont des choses simples. Quand je dis que c'est simple parce que c'est simple à comprendre. Mais en réalité, c'est pas facile. Et c'est ça le piège, c'est que ça a beau être simple, c'est pas facile à mettre en œuvre. Parce qu'il y aura toujours des éléments extérieurs à nous qui nous empêchent et qui arrivent à nous convaincre qu'on pourrait faire autrement. Alors qu'en réalité, le point de départ, c'est que c'est nous qui choisissons. Parfois, il faut accepter de ne pas avoir fait ce qu'on aurait attendu de nous. C'est se redonner la priorité, en fait, hein, à chaque fois, hein, concrètement. Donc, la nouvelle hygiène mentale, elle consiste à donc vider sa tête, prioriser autrement, partager la charge, respirer mentalement, se parler mieux à soi-même. Euh, c'est pas une révolution du tout. C'est juste apprendre à rééduquer. Une nouvelle façon de fonctionner qui est bien plus respectueuse de ce que vous pouvez donner, vous pouvez entreprendre. Je vous invite vraiment à réfléchir lequel de ces leviers pourrait déjà vous aider cette semaine. Vous voyez, sans avoir de visibilité à long terme. Mais cette semaine, pas les 5, mais un seul levier. Le changement commence comme ça, en fait. C'est par quoi je commence pour commencer à voir qu'il y a un changement, qu'il y a une différence. La dernière partie, c'est vraiment aborder la notion de transformation. C'est plus concret, mais qu'est-ce qui vous appartient de mettre en œuvre maintenant? Euh, Cette semaine, je choisis 2. Donc là, on est dans la construction. On ira dans les questions d'ailleurs hein, que vous avez après pour que chacun puisse peut-être rebondir sur des choses qu'on a dit. Euh, Là, ce qui est intéressant, c'est pour que ce soit concret, pour qu'on ne se dise pas, ouais, c'était intéressant, ouais, il y a des trucs, ça m'a parlé, oh, bah oui, oui, j'ai appris des choses, puis demain, c'est tout, on repart comme avant. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de volonté, mais c'est parce qu'on n'a pas clarifié ce qui était prioritaire pour nous. Donc là, on va transformer ce qu'on a dit depuis ce qu'on se dit depuis tout à l'heure en décision concrète. Et je dis bien pas pour toute la vie, mais juste pour cette semaine, de réussir à ramener à l'échelle d'une semaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi je donne la priorité. Donc un petit exercice. Là encore, si vous avez de quoi noter, c'est bien, c'est encore mieux parce que ça permet de vous engager avec vous-même. Vous pouvez le faire mentalement, mais ça vous oblige à retenir encore plus de trucs alors qu'on est là pour décharger. Vous allez compléter ces 3 phrases pour vous sans chercher la perfection et sans trop réfléchir non plus. La première phrase, j'arrête de. Euh,
J'arrête de quoi? J'arrête de répondre aux mails le soir, j'arrête de vouloir tout gérer seul, j'arrête de dire oui par réflexe. Qu'est-ce que vous faites et qui vous coûte beaucoup d'énergie pour peu de bénéfices? Essayez d'identifier un automatisme que vous avez, une habitude, un truc que vous savez, vous vous mettez la pression tout seul et que peut-être c'est inutile. Et là, vraiment, à partir de ce début de phrase, j'arrête de. Alors, inspirez-vous des exemples, hein, mais qu'est-ce que vous auriez envie d'arrêter de faire, d'arrêter de subir? Parce que parfois, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter de subir? Parce que ça vous coûte beaucoup d'énergie et vous savez finalement, quand vous regardez bien objectivement, en toute honnêteté avec vous-même, est-ce que vraiment il y a un grand bénéfice à ça? Est-ce que je ne peux pas sacrifier pour le peu que j'en retire? Est-ce que je ne pourrais pas sacrifier ça? Ok, ça, je l'arrête. Encore une fois, je ramène bien les choses à l'échelle de cette semaine, hein. On n'est pas pour toute la vie, hein, juste pour voir ce que ça change dans une échéance courte. La deuxième phrase, je simplifie. Qu'est-ce que vous pouvez rendre plus léger? Qu'est-ce que vous pouvez rendre moins compliqué, moins parfait? Qu'est-ce qui serait acceptable dans l'imperfection, moins exigeant? Ça peut être un fonctionnement, ça peut être une organisation, une règle que vous vous imposez systématiquement. J'ai l'exemple d'une dame, par exemple, qui elle se mettait toujours une pression pour elle, sa maison devait toujours être impeccable. Ça venait de l'éducation, c'est le regard que sa mère pouvait porter sur elle qui générait cette attitude, ce comportement, ce fonctionnement, hein. Et un jour, elle a décidé que je vais simplifier les choses. Par exemple, c'est plus simple de réussir à partir travailler en se disant qu'il y a peut-être une tasse et une fourchette dans l'évier, et c'est pas grave de réussir à simplifier ça. Quel est le fonctionnement, l'organisation, la règle que vous vous imposez, que vous pouvez simplifier? Alors, ça peut être, je simplifie les repas de la semaine, je simplifie mes priorités, je simplifie mes réunions. C'est quoi votre version à vous? Qu'est-ce que vous pouvez simplifier? Ça ne veut pas dire ça existe toujours, mais j'ai revu un peu ma copie. Mon logiciel est plus souple. J'ai adopté une forme de souplesse, de flexibilité dans le fonctionnement, dans l'organisation. Euh, Souvent, c'est tout ce qui touche à des tâches ménagères, à de l'organisation purement intendance dans la maison, hein. Souvent, ces choses-là, elles nous bouffent une énergie incroyable. La troisième phrase, c'est je me protège. Alors, de quoi je me protège? Ce que je décide de préserver. Là, on parle vraiment de limites. Quelles sont les limites que je vais poser? Qu'est-ce que je décide de préserver? Qu'est-ce que j'ai envie de préserver? Mon énergie, mon temps, mon espace mental. Par exemple, je protège mes pauses. Voilà, je définis, je considère qu'à partir de maintenant, ma pause déjeuner, ça devient sacré. Je protège mes soirées. Ça veut dire que après 19 heures, mon ordinateur est fermé. Je ne consulte plus ma boîte mail. Je protège ma soirée. Je me protège sur mon temps perso. Ça veut dire que j'arrête de consulter ma boîte mail du boulot le week-end. Je ramène plus de dossiers à la maison. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce que vous choisissez consciemment d'arrêter de faire, qu'est-ce que vous pouvez simplifier, qu'est-ce que vous décidez de protéger. Si vous les avez formulées, je vous propose de regarder ces 3 phrases et de vous dire, en fait, c'est tout simplement votre mini plan d'action. Un mini plan d'action très simple. Il est réaliste parce qu'il vient de vous. Il est accessible parce qu'on l'a formulé à l'échelle d'une semaine. Ce n'est pas un programme de transformation en 3 mois, etc. C'est un premier pas. Souvent, un petit pas bien tenu, il vaudra mieux qu'un grand plan utopiste qu'on va abandonner dans 15 jours, hein, évidemment, hein. La méthode des petits pas, ça fonctionne bien. Si on doit retenir qu'une chose, c'est que ce n'est pas plus d'efforts qu'il vous faut. C'est pas besoin d'en faire plus, c'est justement besoin d'en faire moins, mais de le faire mieux, en fait. Et finalement, de moins s'éparpiller, se disperser. Souvent, on donne beaucoup aux autres, on s'éparpille, on se dilue dans les autres, moins sous pression, et finalement plus aligné. Donc, ces 3 décisions-là, si vous les avez en tête, si vous pouvez vraiment garder-les écrites, mettez-les sur des post-it que vous postez, vous mettez à l'endroit où vous passez tous les jours, vous inscrivez-les dans votre téléphone. Mettez-les dans votre agenda éventuellement, pas pour vous rajouter de la pression supplémentaire, mais pour vous rappeler que vous avez le droit à partir de maintenant de faire autrement. Et ça, ce mini plan d'action, c'est un petit peu la conclusion de ce sur quoi vous pouvez agir de façon concrète et ça va réellement changer la donne au niveau charge mentale. Je termine sur une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry
qui dit que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Alléger la charge mentale, enlever, pas ajouter. C'est pas de se rajouter des contraintes en fait. Et parfois on en fait plus pour que les choses soient mieux. Less is more, on pourrait dire aussi d'ailleurs, hein. Alors que parfois moins, faire moins de choses, les faire mieux, ça nous offrira un meilleur résultat, en tout cas un meilleur ressenti. Je trouve que cette petite citation, moi, elle résonne bien. Alors j'espère qu'elle aura la même résonance pour vous, mais je trouvais qu'elle avait du sens par rapport à cette histoire de charge mentale. Si vous avez des questions, eh ben, j'aimerais bien vous entendre, peut-être vos partages d'expérience. Derrière chaque question, d'ailleurs, il y a souvent une difficulté très concrète, hein, un point, un caillou dans la chaussure bien précis. Donc, des exemples très concrets, ça sera encore mieux, hein. Il y a pas de questions bêtes non plus. Merci Corinne. N'hésitez pas à poser vos questions soit dans la conversation, soit à lever la main et à prendre la parole après, évidemment. Si c'est un partage d'expérience de quelqu'un qui a mis en place quelque chose qui a changé la donne en matière de charge mentale, eh ben c'est bien aussi, parce que ce serait bien d'avoir des exemples de gens pour qui ça a fonctionné, parce que c'est pas une fatalité, hein, la charge mentale, hein. On n'avait pas. Je peux peut-être sortir du mode partage d'écran, comme ça, Oui, parce que peut-être. sinon je peux pas voir la. Il n'y avait pas dans l'espace de conversation, il n'y avait Non, pas il n'y de avait rien. questions spécialement. Ah, Benoît, allez-y. Je vous en prie, Benoît, vous pouvez prendre la parole. Vous avez levé la main. Enfin, monsieur ou madame Benoît, d'ailleurs, c'est un L. Benoît. N'hésitez pas. Euh, Pardon. non, pas de questions, pas de partage particulier sur cette thématique-là. Qui se lance pour la première question? Toutes les questions Toutes et les... tous les partages d'expérience sont les bienvenus, évidemment. Peut-être que chacun a finalement Ah. réfléchi, a noté au fur et à Alors, mesure. il y a Ah, Marion. Marion Guyot qui voulait prendre la parole. Allez-y. Ah, alors, et monsieur ou madame Benoît n'arrive pas à activer son micro. Alors, Marion, commencez et puis on verra avec si vous Oui, arrivez, vous. Oui, vous m'entendez? oui, très bien. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avoue que ma plus grosse charge mentale, c'est la culpabilité, surtout au travail, à la maison, avec les enfants. Enfin, c'est un vrai boulet, en fait. Alors, j'essaie de m'en débarrasser, mais c'est pas évident, en fait. Donc, si vous aviez, si on peut appliquer ces recettes-là, c'est bien. Et si vous avez d'autres conseils, moi, je suis preneuse, en tout cas. Ouais, ce sentiment de culpabilité que si je le fais pas, c'est ça en fait, ce que vous dites, c'est si je le fais pas, je m'en Oui, genre veux. jamais en faire assez, enfin jamais assez anticiper, jamais en faire assez, se sentir, enfin pas être Ouais. assez bien parce qu'on travaille, on n'est pas avec les enfants. Bah, quand on est avec les enfants, on n'est pas assez, on n'est pas au travail, etc. Ouais. C'est pas évident. Typiquement, en fait, ce sentiment de culpabilité, souvent, c'est des personnes qui vont faire quelque chose et vont avoir l'impression, s'ils prennent du plaisir, c'est toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Ils vont pas s'accorder beaucoup de temps, ils vont pas prendre soin d'eux. Enfin, je dis pas qu'on prend pas soin de soi, mais on va toujours faire passer les autres avant. On va avoir tendance à se sacrifier, etc. Donc, la culpabilité, quand elle est excessivement présente dans le quotidien, elle fait que on vit un peu sur la pointe des pieds, on s'excuse de ah pardon, on veut pas te faire de vagues, on veut pas déranger, on a rarement le cœur léger, on a rarement l'esprit libre, on demande la permission de faire les choses, ça ne te dérange pas si je fais ça? Comme si on n'était pas autorisé en fait. La culpabilité, ça nous pousse à agir de cette façon. Souvent, le besoin qu'il y a derrière, c'est un besoin d'être validé dans les décisions, on a besoin d'être reconnu dans les compétences, d'être aimé pour ce qu'on fait, etc. Et on a besoin d'avoir la certitude que ce qu'on fait, ce qu'on dit, nos choix, nos actes, ça ne va pas déplaire aux autres. Il y a souvent ça comme besoin derrière.
Et la peur, finalement, qui génère ce besoin, si je remonte le fil, hein, je déconstruis le truc, la peur qu'il y a derrière, ces peurs, elles tiennent toutes au regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? La peur d'être jugé, la peur d'être... la peur d'être jugé surtout, hein. Et ça crée une anxiété permanente dès lors qu'on fait les choses ou qu'on est en relation avec des personnes, parce qu'on se dit, ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, à l'origine, il peut y avoir, ça peut remonter à très loin, c'est dans l'éducation, dans l'enfance, il peut y avoir euh, dans l'éducation, par exemple, je donne un exemple, et c'est vraiment totalement une hypothèse, hein, comme ça que je lance, mais le sentiment, par exemple, d'avoir toujours été décevant pour les parents. Et du coup, l'adulte devenu se sent obligé de toujours faire plus, toujours faire mieux, parce que il a toute sa vie, cet enfant, cet adulte devenu, a poursuivi l'idée de il faut qu'on m'aime pour ce que je suis, etc. Ça peut venir de très loin, c'est ça que je veux dire en fait, hein. La solution, c'est que pour être plus en paix avec ça, il faut fréquenter des gens qui vont nous aider à nous apaiser. Donc, ça suppose des gens généreux, des gens bienveillants, s'accorder du temps à soi-même, évidemment, s'obliger finalement à exercer une forme d'égoïsme, mais du bon égoïsme, en fait, hein. Et c'est difficile, en fait, au début. Ça, j'entends bien que c'est pas quelque chose de simple. C'est rapidement libérateur, mais c'est très difficile au départ. S'entourer de gens bienveillants et généreux et s'obliger à prendre du temps pour soi. Je sais pas si ça répond. Si ça répond, je vous remercie beaucoup. Merci Marion. Alors, normalement, monsieur ou madame Benoît a réussi à ouvrir son micro, donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement bien, merci. Ah, super. Oui, moi, c'était plus une astuce à donner. Plutôt que de se dire, je sais pas, j'ai 3 pièces à laver, enfin 3 pièces où je dois absolument faire le ménage, l'aspirateur, etc. On se dit, je me donne 1 heure pour avancer au maximum le ménage. Et puis après, je me fais une pause de 10 minutes où je bois un café. Et en fait, ça paraît bête, mais comme le cerveau, il est focalisé, on sait que ça va durer qu'1 heure et tout ça, on se donne au maximum. Et finalement, on a presque tout fait, alors que si on s'était dit j'ai 3 pièces, en fait, on soupire, on repousse, on va vite voir un message, voilà, c'était ça. Ouais, c'est intéressant, merci, parce que ça me fait penser à la petite astuce, la règle des 2 minutes. Quand il y a quelque chose où on a une charge mentale, on se dit, oh là là, il faut que je le fasse, il faut que j'avance, il faut que j'ai tout ça à faire. Et du coup, cette charge mentale, des fois, elle est paralysante. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a plein de choses à faire et pour autant, on procrastine, on se dit, mon Dieu, pour peu qu'on soit un peu perfectionniste, oh là, je vais le faire, mais si je le fais maintenant, ça va pas être parfait. Alors, on reporte, on repousse. Ça peut créer ce conflit interne. La règle des 2 minutes, c'est de se dire, allez, je commence pendant 2 minutes et après, j'arrête. Eh ben, le fait d'être déjà lancé, ça me fait penser à cette règle-là, mais vous avez, dans une dimension supérieure, vous attaquez quand même pendant 1 heure. Le fait de se lancer, ça permet d'enclencher. La motivation, elle finit par venir en faisant, de toute façon. Donc, l'action de se lancer, et puis de contenir, de se dire, je m'y mets pendant 1 heure. On peut se mettre une alerte et de se dire, voilà, je ne vais pas déborder. Je ne deviens pas esclave de ma maison et je ne deviens pas esclave des tâches ménagères ou je suis partie pour 3 ou 4 heures. Je me dis, voilà, je me consacre 1 heure. S'il en reste, c'est pas parfait. J'ai fait de mon mieux, j'avais qu'1 heure à y consacrer. Et puis, je m'y reprendrai demain. Et peut-être que ça va m'aider à organiser les choses différemment, à sortir de ce schéma hyper rigide qui consiste, par exemple, à passer l'aspirateur tous les jours. Est-ce que, il y a des gens qui disent, avant, je passais l'aspirateur, je lavais tous les jours. Aujourd'hui, je passe l'aspirateur tous les jours. Par contre, je lave tous les 3 jours. Ils ont assoupli leur schéma. Ça dépend de quoi on part aussi, hein. On ne part pas tous du même niveau d'exigence et de perfectionnisme, hein, bien sûr. Mais c'est tout à fait ça. Je vous retrouve, je trouve l'astuce plutôt bonne de partir en se disant, allez, j'aurais déjà fait ça. Ça évacue déjà un peu de charge mentale et ça limite un petit peu l'inconfort que ça procure de s'y mettre. Exactement. Et On a puis, une petite j'avais aussi une question question. d'Alban qui dit, on a beaucoup parlé. Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi. C'est que du coup, pendant que j'essayais de chercher ce micro, j'ai tout débranché. Vous pourriez juste me me résumer ce qui s'était passé pour la dame avant. Elle avait posé une question assez intéressante.
Ah Euh, oui, sur la culpabilité. Oui. Oui, c'est ça. Oui, je disais qu'en fait, cette culpabilité, c'est le fait de souvent, on se fait passer au second plan. On se sacrifie toujours pour les autres. On a tendance à pas prendre de temps pour soi. Si on prend du temps pour soi, on a le sentiment qu'on a lésé quelqu'un. C'est souvent ça, ce sentiment de culpabilité. Et c'est vrai que c'est un des sentiments les plus répandus. Pour le coup, je l'observe dans les personnes que j'accompagne. Ça revient vraiment très, très souvent. Et du coup, derrière ça, on analysait c'est quoi pourquoi on fait ça en fait. Nous, on veut savoir, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'oblige toujours? Pourquoi je suis toujours un peu à pas vouloir faire de vagues, être un peu sur la pointe des pieds, pas vouloir déranger, etc. Eh bien, il y a un besoin derrière ça d'être aimé. Plus globalement, c'est j'ai besoin qu'on m'aime. Et ce besoin d'être aimé, il est un peu téléguidé par une peur. Et je déconstruisais le schéma en se disant ce besoin, il est forcément généré par une peur. Cette peur, elle tient au regard des autres, à comment on va me voir, comment on va me juger, comment je vais être évaluée. Et du coup, cette peur, elle crée de l'anxiété, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Donc du coup, je donnais l'exemple que ça pouvait venir de l'enfance, ça se joue très tôt dans notre éducation, dans notre construction en tant qu'enfant. On peut très bien, j'avais donné l'exemple tout à l'heure du parent exigeant ben voilà, le sentiment de jamais être assez bien pour les parents. Il y a des parents, par exemple, qui ont des exigences très fortes pour les études. Voilà, mon fils, ma fille sera médecin, sera chirurgien. Et puis l'enfant grandit en se disant, ben, j'ai l'impression de ne pas être l'élève idéal, enfin l'enfant idéal que mes parents auraient aimé avoir. Ça crée du coup un sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur. Et du coup, ce sentiment de culpabilité, il devient contagieux et il se ressent dans tous les autres aspects de la vie. Et du coup, la personne, elle va se retrouver à avoir toujours tendance à dire est-ce que j'en fais assez pour qu'on m'aime? Est-ce que je suis suffisamment à la hauteur? Est-ce que je suis là où les gens m'attendent? À toujours projeter les choses par par le regard des autres, en fait. Le regard des autres devient toujours plus important. Et donc, j'expliquais que l'idée, c'est plutôt de fréquenter des gens qui vont être bienveillants, qui vont être généreux avec nous, fréquenter des lieux chaleureux aussi, ça compte aussi les environnements dans lesquels on évolue, de s'accorder du temps et de pratiquer le bon égoïsme. Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus difficile et en même temps la vraie solution, le vrai bénéfice derrière, c'est s'exercer au bon égoïsme. C'est pas les autres avant et moi après. Ça n'est pas non plus moi d'abord et ensuite les autres. C'est les autres et moi. De réussir à rétablir au minimum cet équilibre-là. D'accord, merci beaucoup. Donc, une dernière question d'Alban qui dit, on a beaucoup parlé de soi, mais comment faire partager cette charge mentale avec notre conjoint? Très souvent, il n'a même pas idée de ce qu'on fait par rapport aux charges. Voilà. Ouais, Rendez-vous médicaux, les nounous, les vacances, la pharmacie, j'en passe et j'en passe. Alors que... Oui, parce qu'en fait, la charge mentale, ça n'est pas seulement faire les choses. Et les gens diront, oh, je t'aide, je te donne un coup de main quand même, je participe. Et puis en fait, la personne, on lui dit, mais oui, mais si je ne te le dis pas, tu ne le fais pas. Et ça, c'est déjà de la charge mentale, c'est devoir penser à lui dire pour qu'il le fasse. Et donc, c'est tout autant de charge mentale. Il a beau avoir l'impression de participer, collaborer à la charge, à l'intendance, etc. Le fait de savoir que si on ne lui dit pas, il ne le fait pas, ça constitue de la charge mentale. Et la difficulté, c'est à ce moment-là de dire, ben, soit je ne le gère plus du tout et je te laisse le gérer. Ça suppose qu'il faut accepter que ça ne sera pas parfait ou qu'il y aura des ratés, le temps que la personne, le conjoint, s'approprie complètement la responsabilité de la tâche qu'on lui a confiée. L'exemple, c'est par exemple dire comment s'appelle, de demander au conjoint comment s'appelle l'instituteur, par exemple, de mon enfant. Il met quelle pointure en chaussure le petit dernier? À quel moment, quand est-ce qu'il faut prendre c'est quand le prochain vaccin? De lui poser la question pour qu'il se rende compte que, bah oui, non, sur le fond, il ne gère pas. Sur la forme, il peut gérer, parce qu'en effet, je prends ces exemples-là parce que c'est des choses quand on a des enfants en bas âge, évidemment. Mais ça peut être d'autres trucs. Hein. Quand est-ce qu'il faut payer la taxe foncière? À quel moment on doit payer l'impôt sur le revenu? Si c'est vous qui gérez tout l'administratif. De lui poser la question, de passer par le questionnement avant. À quel moment ça doit être fait, etc. D'être vous-même dans le questionnement. Et puis dire, bah, tu vois, de lui faire prendre conscience de cette façon que c'est parce que je te dis de le faire et que moi, ça me pèse d'avoir à retenir tout ça, que du coup, oui, tu vas le faire, mais parce que je te l'ai rappelé. Et je voudrais, à partir de maintenant, qu'on définisse peut-être
une organisation et où chacun a 100% de la responsabilité de quelque chose. Ça peut être ça, par exemple, l'idée. Je ne sais pas si c'est bon, mais le mieux, c'est d'en faire prendre conscience. Après, dans l'organisation, c'est sûr que chacun vit, les familles vivent différemment, l'organisation est propre à chaque famille. Mais en faire prendre conscience, ça a passé par le questionnement. Je prenais volontairement des questions bêtes du quotidien, de la pointure du petit dernier, parce qu'on sait que ça évolue vite et que du coup, il faut suivre ça. Si on ne suit pas, on est perdu. Les questions d'intendance, où est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, sur des choses, des paiements qu'il faut faire, des choses récurrentes hein, qui reviennent et qu'il faut gérer, d'y aller par le questionnement pour lui faire prendre conscience que si sur la forme, parfois, il participe, sur le fond, il gère rien en fait. Et que c'est sur le fond qu'il faudrait qu'il commence à maîtriser. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on fait prendre conscience à notre conjoint qu'on gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses alors que, je caricature, mais il a fait un truc et voilà, c'est comme ça que j'ai compris la question. Ouais, c'est ça. Et de le faire par le questionnement, bien sûr, il faut que ce soit pas une source de conflit, de réussir à amener le sujet de la façon la plus positive. Sinon, si on est dans la confrontation, là, ça suppose de mettre en place de la communication non violente pour anticiper, ne pas faire naître un conflit, mais faire émerger une problématique, un besoin, et que comment ensemble on co-construit le truc. De toute façon, il y a un truc qui s'observe facilement, que ce soit chez les conjoints ou chez les enfants, c'est si j'impose un truc en disant, bah, tu sais quoi, moi à partir de maintenant, ça, je ne le gère plus, tu te débrouilles, je l'ai imposé. Par définition, si je l'ai imposé, c'est que j'ai contraint et que j'ai obligé, que j'ai pas demandé le consentement, etc. Par contre, dire voilà, on va mettre les choses à plat. Moi, il y a des choses que j'arrive plus à faire. On va lister ensemble tout ce qu'il y a à gérer, etc. Et de co-construire ensemble une nouvelle intendance, une nouvelle organisation, une nouvelle carte mentale de tout ce qui est à gérer et qui fait quoi. Et chacun choisit finalement, bah écoute ça, si tu veux, à partir de maintenant, je le prends à ma charge. Lorsque on implique, la personne s'applique. Je retiens toujours ça parce que pour les enfants, ça marche bien. Si l'enfant, je l'implique, l'enfant s'applique. Ben, le conjoint, si je l'implique, normalement, il s'implique. Il s'applique si je l'implique. Un petit peu la même règle. Est-ce que ça fonctionne avec tous les conjoints? Je ne sais pas. Vous pouvez nous présenter votre conjoint, qu'on lui parle? Merci beaucoup, Corinne. Écoutez, je pense qu'il nous reste à vous remercier pour votre participation, pour votre écoute active. Et voilà, et à vous souhaiter une excellente fin de journée, fin de semaine et peut-être des vacances à venir. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Déchargez-vous mentalement, libérez votre esprit, voilà, après tout ça. Et petite précision, vous aurez le replay, Pop et Papa vous transmettra le replay en cas de besoin, ainsi que la présentation, comme ça vous aurez tous les outils pour vous rappeler, parce qu'évidemment, à froid, parfois on a besoin d'une petite piqûre de rappel. Et bien écoutez, voilà, très bonne continuation à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous, à bientôt, au revoir.